Comment éduquer nos enfants? Le sujet envahit les réseaux sociaux où conseillères autoproclamées et momfluencers abreuvent les jeunes parents de conseils au risque de les insécuriser. Le débat sur les limites, la liberté et le respect dans l'éducation ne date pas d'hier. Mais un concept s'est invité au cœur des discussions, l'attachement. Prêter attention aux signaux qu'envoie l'enfant relève d'une attitude fondamentalement démocratique. Chaque culture définit ses propres besoins. C'est quoi au juste l'éducation fondée sur l'attachement et les besoins? Une méthode fondée sur la science et en phase avec nos valeurs sociales? Ou plutôt un style de vie pour la classe moyenne occidentale? Est-ce un sacrifice pour les parents? Ou toute la famille peut-elle grandir grâce à cette approche? Je m'appelle Berthold Meyer, je suis professeur de psychologie du travail et j'ai un intérêt tout particulier pour les questions qui fâchent. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans un café parents-enfants de Cologne. Ici, les parents peuvent boire un matcha latte pendant que les petits s'amusent. L'éducation fondée sur l'attachement est en plein essor dans les grandes villes d'Allemagne. Avant, un ça suffit catégorique coupait court à toute discussion. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à écouter les besoins de l'enfant. Mais que se passe-t-il quand les parents s'épuisent en essayant d'imiter les influenceurs qui s'affichent comme des parents modèles sur les réseaux? Ce débat n'est-il pas un luxe pour les parents des beaux quartiers européens? Quid des familles issues d'autres cultures, qui ont moins de revenus, moins de formation et moins de temps? Et d'ailleurs, n'y a-t-il qu'un moyen de tisser des liens? Pour en débattre, j'ai invité deux spécialistes qui ont des opinions divergentes sur ces questions. Je ne vais pas les interviewer en même temps, mais séparément, pour me faire ma propre opinion. Bonjour Madame Alemzadeh, et bienvenue. Bonjour et merci. Je suis un enfant des années 1970, et vous des années 80. Avons-nous un lien différent avec nos parents comparé aux enfants d'aujourd'hui? On ne peut pas répondre de manière générale. Tout dépend de la biographie de chacun et de l'histoire de ce lien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nos parents n'y prêtaient pas autant attention que les parents d'aujourd'hui. Marianne Alemzadeh est professeure en psychologie de l'enfance à l'université de Rheinwald dans le nord-ouest de l'Allemagne. Elle a développé, pour les crèches et les garderies, un modèle fondé sur l'attachement et les besoins des tout-petits. Une façon d'être, selon elle, et non une checklist à suivre. Sensible à l'attachement, fondé sur l'attachement, sensible aux besoins, centré sur les besoins. Est-ce que tous ces termes sont équivalents? Que signifient-ils au juste et comment les distinguer? Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même beaucoup de recoupements. Les termes « sensible à » et « fondé sur l'attachement » découlent directement de la théorie de l'attachement, qui s'est répandue entre les années 1940 et 1960. Elle a montré pour la première fois que les bébés, dès la naissance, ont un besoin fondamental de sécurité, de protection et de réconfort. Pour nous, ça va de soi, mais à l'époque, ce n'était pas si évident. Rétrospectivement, on constate qu'autrefois, on partait du principe que l'enfant était mauvais par nature. On pensait qu'il fallait le faire obéir et lui apprendre à devenir une bonne personne, à coups de punition et de contrôle. Les méthodes éducatives étaient donc très différentes. Traiter les enfants d'égal à égal est une idée relativement nouvelle. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau affirme que l'enfance est une phase de développement qui doit être protégée. Mais la réalité de son époque est tout autre et les violences éducatives sont très répandues. Dans le conte allemand pour enfants Pierre l'Ébouriffé, des enfants très désobéissants sont menacés de mutilation, voire de mort. Dans Les Malheurs de Sophie aussi, ils écopent de punitions, mais moins extrêmes. Au XXe siècle, les nazis régentent l'éducation des jeunes. Dans son ouvrage « La mère allemande et son premier enfant », Johanna Harrer recommande de briser la volonté de l'enfant. Un changement s'amorce en 1968 lorsque les mouvements contestataires prônent une nouvelle conception de l'éducation. Les droits des enfants sont alors reconnus et mis en avant. N'empêche que le livre de Johanna Harrer est publié jusque dans les années 90. En Allemagne, la violence est officiellement interdite dans l'éducation en 2001. En France, il faut attendre 2019. Doit-on cette avancée à la recherche sur l'attachement?
Je ne pense pas qu'il y ait besoin de théories spécifiques sur le sujet. C'est plutôt un mouvement dans l'air du temps. Ce n'est donc pas uniquement la théorie de l'attachement qui nous a convaincus de ne plus frapper nos enfants. Voilà une question à laquelle je peux clairement répondre non. Heidi Keller est professeure honoraire à l'université d'Osnabrück. Ancienne psychologue culturelle, elle a mené des recherches en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Elle affirme qu'il faut toujours considérer le développement et l'éducation d'un enfant dans leur contexte culturel. Qu'est-ce que vous préconisez en matière d'éducation ? Pour moi, la variabilité est un principe fondamental. On cherche toujours à définir la qualité éducative idéale pour la petite enfance et le bon comportement parental. En somme, on fixe une norme unique qu'on estime être la meilleure. Je pense qu'il faut se détacher de cette idée. Vous avez publié « Le mythe de la théorie de l'attachement ». À quoi renvoie ce titre, juste ? Il parle de lui-même. Dans le livre, j'explique que cette théorie ne repose sur aucun critère scientifique et qu'elle fait passer une conception ethnocentrique pour une réalité universelle. L'ethnocentrisme est l'attitude ou la façon de penser qui consiste à considérer sa propre culture comme référence pour évaluer d'autres cultures. Cette doctrine repose aussi sur des concepts flous et mal appliqués. Certains courants politiques instrumentalisent ce type de concepts pseudo-scientifiques. À l'époque du chancelier Adenauer, par exemple, on a tout à coup décrété, en se référant à la fameuse théorie de l'attachement, que les femmes devaient rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, sans quoi ils développeraient de graves troubles du comportement. En réalité, cette injonction était étroitement liée à la situation du marché de l'emploi. À cette période, on n'avait pas besoin des femmes dans le monde du travail. Il existe une très bonne analyse critique qui a mis en lumière la façon dont cette théorie et ses idéologies éducatives sont récupérées sur le plan politique, tant par l'extrême droite que par l'extrême gauche. Quelles sont les origines de cette théorie ? Dans les années 1950, le pédopsychiatre britannique John Bowlby commence à étudier la relation entre la mère et l'enfant. D'après lui, un nourrisson a besoin de développer une relation d'attachement avec une personne référente qui prend soin de lui, garante de la confiance en soi, de la résilience et de relations stables à l'âge adulte. À l'inverse, le manque de proximité ou la séparation peuvent laisser des traces psychologiques profondes. Plus tard, la psychologue Mary Ainsworth étaye cette théorie grâce à l'expérience de la situation étrange. Elle montre que selon leur caractère, les nourrissons réagissent différemment à la séparation et aux retrouvailles. Il en ressort 4 types d'attachement: sécurisant, anxieux évitant, ambivalent et désorganisé. Si les idées de Bowlby et Ainsworth continuent d'influencer l'éducation bienveillante, elles sont accusées de se concentrer exclusivement sur la mère. Mais l'attachement précoce détermine-t-il vraiment toute notre vie ? Qu'est-ce qui caractérise les enfants qui bénéficient d'une éducation fondée sur l'attachement et les besoins de l'enfant ? Ils acquièrent de très bonnes compétences sociales. Ils arrivent à mieux gérer leurs émotions, mais ils obtiennent aussi de meilleurs résultats scolaires. À l'inverse, l'insécurité affective les prive d'un schéma mental rassurant qui leur permet de penser que le monde est bon et sûr. Ils deviennent souvent anxieux et agressifs parce qu'ils s'imaginent toujours que des choses négatives vont leur arriver. Et ils ont souvent une piètre estime d'eux-mêmes. Il s'agit de l'hypothèse la plus surestimée dans la théorie de l'attachement, parce que ces corrélations disparaissent quand on les examine de plus près. Aucune méta-analyse en cours ou ancienne ne parvient à mettre en lumière ces corrélations. La classification... Vous voulez dire l'attachement sécurisant, etc. C'est ça. On évalue ces stratégies d'attachement en disant que l'une est bénéfique pour l'enfant, tandis que l'autre fragilise son développement. Ce qui sous-entend que les parents sont eux aussi évalués, et plus précisément la mère.
Près de 90% des études considèrent de facto la mère comme la personne de référence. Dans les années 1990, la sociologue Judith Harris a formulé une autre théorie. D'après elle, le groupe de pairs est plus important pour le développement que les relations parents-enfants. Groupe de pairs, groupe de personnes du même âge ou de même statut caractérisés par des valeurs et des intérêts communs. Ici, il s'agit d'autres enfants. Dans de nombreuses cultures, les enfants sont les principaux agents de socialisation. Dès le plus jeune âge, ils ont envie d'aller les uns vers les autres. Mais souvent, on ne les laisse pas faire. On les en empêche par le biais de mesures éducatives fondées sur les besoins. Du point de vue pédagogique, quels problèmes pose l'application de tels principes éducatifs? Quelles conséquences ont-ils sur les parents, notamment sur les mères? C'est un gros problème. Notre société est très, comment dire, axée sur la science, entre guillemets. Et du coup, on en profite pour nous vendre l'éducation et certaines méthodes comme une science exacte. Résultat, le marché des guides parentaux et autres écrits du même genre explose. Et ça met une pression énorme sur les parents qui sont censés tout gérer à la perfection. Quand on regarde ces momfluencers sur les réseaux, qui mettent en scène leur quotidien, on voit bien que ce sont les mères qui portent la charge mentale, qui sont fières de faire plein de choses et d'arriver à tout gérer. J'imagine que ça met une sacrée pression sur les mères, toute cette perfection, non? Je comprends tout à fait cette critique. Mais les études récentes montrent que le cercle s'est considérablement élargi. À l'époque, la théorie a d'abord été développée pour certaines dyades. Dyade, ensemble de deux personnes qui sont solidaires et s'influencent mutuellement. En général, la dyade est la structure majoritaire d'un point de vue culturel. Mais ça varie d'une famille à l'autre. Dans une famille recomposée, l'enfant peut avoir un lien affectif avec parfois 5, 6 ou 7 personnes. Aujourd'hui, on mène aussi des recherches dans les crèches sur le sujet. L'attachement ne se réduit plus seulement à l'interaction mère-enfant. Et pourtant, une énorme pression sociale pèse encore aujourd'hui sur les mères. Susanne Mirau est l'une des pédagogues les plus connues en Allemagne, et les guides qu'elle a publiés sont des best-sellers. Ses recherches portent aussi sur la profusion de contenus éducatifs sur les réseaux sociaux et à leur impact sur les jeunes parents. Reels, publicité, nombre de vues, etc. Tout est une question d'argent. Certains gagnent en visibilité grâce à toutes ces polémiques, et donc de nouvelles collaborations et de nouveaux revenus. Et de l'autre côté, il y a les consommatrices, et pour elles, ça génère de l'inquiétude. Selon les sondages, 80% des jeunes parents américains consultent des contenus éducatifs sur les réseaux. Il en va sans doute de même en Allemagne. Susanne Mirau aborde ce sujet dans ses ateliers de conseil en parentalité. D'un côté, je trouve ça positif, mais de l'autre, ça met la pression quand on se compare aux modèles parfaits qui sont mis en scène sur les réseaux. C'est loin de se passer comme ça à la maison. Parfois, ça me stresse. Alors, je fais vraiment attention au contenu que je consomme. On y trouve des parents qui partagent des informations, des personnes qui ont peut-être suivi une formation pendant leur week-end, et on a de vrais spécialistes de différents domaines. Pour les consommatrices, ce n'est pas très lisible. Beaucoup de contenus tournent autour de l'éducation bienveillante, ce qui donne lieu à de nombreux malentendus et à des interprétations extrêmes, voire à une diabolisation. C'est pas évident de parler d'éducation fondée sur les besoins, parce qu'on doit passer son temps à définir tout ce qu'elle n'inclut pas, au lieu de se concentrer sur ce qu'elle est vraiment. Sur son compte Instagram, Susanne Mirau classe les informations en précisant si elles sont fondées sur le plan scientifique ou non. Au départ, fondé sur les besoins n'est pas un terme technique.
Il s'est diffusé avec le temps et les spécialistes ont fini par l'utiliser de plus en plus. Le problème, c'est qu'il a acquis une dynamique propre sur les réseaux. Les gens ont lu, entendu des choses sur le sujet et se sont appropriés le terme sans avoir vraiment de connaissances approfondies. C'est comme ça que le sens premier s'est dilué. Au-delà de l'inquiétude des parents, Suzanne Mirau observe que le débat prend une tournure dangereuse. Dans le contexte actuel, il faudrait vraiment pouvoir aborder d'autres sujets, comme la violence psychique et physique dans l'éducation. Au lieu de ça, la discussion se cristallise sur les parents qui, selon certains, ne fixent pas suffisamment de limites. Il y a effectivement pas mal de malentendus à ce sujet. Beaucoup de gens ne se posent pas la question de ce qu'on entend vraiment par besoin. Il s'agit d'abord des besoins fondamentaux, à savoir l'alimentation, le sommeil, la santé. Il s'agit ensuite d'apprentissage, d'autodétermination. L'autonomie, la compétence et le lien sont aussi des besoins fondamentaux qui s'appliquent de manière universelle, quelle que soit la culture et le pays où on grandit. Ce sentiment de pouvoir agir par soi-même peut prendre des formes très différentes selon les cultures. Dans la nôtre, il signifie que je décide moi-même de ma vie, de mes études, de mes centres d'intérêt. Pour un petit enfant, ça veut dire par exemple choisir un gobelet de telle ou telle couleur. Dans une autre culture, ça peut signifier que je décide d'être là pour ma famille ou ma communauté. Chaque culture définit ses propres besoins. Par exemple, nous, les Occidentaux, nous sommes convaincus qu'un des besoins du nourrisson est d'avoir le moins de stimuli possible autour de lui. On le protège, alors que dans d'autres pays, l'enfant fait partie de la vie quotidienne. Dans d'autres cultures encore, on lui parle très peu et seulement dans des situations précises. Alors que chez nous, on considère qu'il est indispensable de lui parler beaucoup. On explique en permanence à l'enfant ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Mais cette réponse exclusive à tous ces faits et gestes peut aussi le rendre dépendant à l'attention qu'on lui accorde. La raison de ces malentendus, c'est qu'on place les besoins et les désirs au même niveau. Il ne s'agit pas de deviner tous les désirs des enfants, ce n'est pas la question. Par exemple, le choix de la couleur du gobelet, c'est un souhait, pas un besoin fondamental. Mais tout ça est complexe, dans la mesure où, ici en Allemagne, la vie est régie par des valeurs démocratiques. Quand on s'y intéresse sérieusement, il est important de se demander pourquoi on laisse ce choix aux enfants. On ne peut pas attendre d'eux qu'à l'âge adulte, ils expriment leur opinion, qu'ils s'engagent d'une manière ou d'une autre pour la société, alors qu'ils n'ont fait que suivre des règles quand ils étaient petits. Il faut aussi tenir compte des effets secondaires de cette stratégie éducative, en particulier la perte du sens des responsabilités. On n'autorise pas les enfants à assumer des responsabilités, on les en empêche, même quand ils en expriment le désir. Ils sont naturellement portés à aider les autres, mais non, chaque enfant doit faire ses lacets tout seul. Des études nous ont aussi appris que la capacité à coopérer se perd dès qu'il y a plus de 2 enfants. On a fait notamment une expérience avec des enfants de la classe moyenne allemande. Ils devaient résoudre ensemble un petit casse-tête, un tangramme. Ils ne savaient pas comment s'y prendre à 3. Certains ont commencé à faire n'importe quoi. Ils se sont disputés, d'autres n'ont rien fait et ont juste dit « j'ai fini ». On a reproduit la même expérience dans une famille palestinienne et une famille guatémaltèque. Là, il y a eu un échange non-verbal entre les enfants et ils ont résolu le casse-tête en un clin d'œil. Chez nous, on prive les enfants d'une partie de leur enfance en les élevant dans un vide dépourvu de responsabilités qu'ils devront assumer d'un coup à l'âge adulte. En quoi consiste concrètement l'éducation centrée sur les liens et les besoins? Y a-t-il une liste de choses à faire et à ne pas faire? D'après la théorie de l'attachement, il s'agit d'être attentif aux signaux émis par l'enfant et d'y réagir rapidement.
Plus il est jeune, plus il faut être réactif, parce que les nourrissons ont besoin d'un lien direct. Par exemple, je ne laisserai jamais délibérément pleurer un bébé, parce qu'il fait immédiatement le lien entre ses pleurs et l'arrivée de la personne qui vient l'aider. Il se dit qu'on l'a entendu et qu'il a produit un effet. Il est important de toujours regarder ce qui convient personnellement à chaque enfant et à sa famille, même s'il existe bien sûr certaines approches dogmatiques. De là à ce que l'éducation s'apparente à une idéologie, il n'y a qu'un pas. Depuis les années 1980, différentes écoles de pensée ont vu le jour, entre autres le concept américain d'attachement parental. Ce modèle prône les 7 B, un ensemble de règles éducatives parmi lesquelles le lien à la naissance, l'allaitement et la relation équilibrée. Pour beaucoup de parents, cette approche bienveillante est un contrepoids à l'éducation autoritaire qu'ils ont eux-mêmes reçue. Les détracteurs critiquent le fait que ces règles ont un fondement pseudo-scientifique et qu'elles sont trop rigides. Elles véhiculent en outre une image misogyne, car elles exigent une disponibilité permanente de la mère. Je ne suis pas une défenseuse du concept d'attachement parental. Je le trouve trop dogmatique. Il y a des enfants qui n'aiment pas trop le contact physique. À mon avis, une éducation fondée sur les besoins consiste à observer attentivement les besoins de mon enfant et non pas à appliquer des règles générales que j'ai lues ici ou là. Une bonne éducation, ça ne doit jamais dire que le parent doit se sacrifier. Or, si on cherche à obtenir le meilleur score sur l'échelle de la sensibilité parentale, il faut être en permanence à l'écoute de l'enfant, ce qui est insupportable. Ça ne marche pas comme ça. En Belgique, un groupe de consoeurs a d'ailleurs mis en lumière ce qu'on appelle le burn-out parental. D'après elle, la théorie de l'attachement est clairement à l'origine de ce syndrome. Bien sûr qu'on ne peut pas toujours répondre à 100% aux besoins des enfants. Nous sommes des humains. Il y a toujours des situations où les choses nous échappent, où on n'est pas en mesure de réagir immédiatement. Peut-être tout simplement parce qu'on est très occupé par ailleurs. D'autant plus qu'on n'a pas connu ce mode d'éducation. Il est donc tout à fait normal de retomber dans les anciens schémas. Mais je trouve qu'il est très important d'en être conscient. Quand on parle des besoins, ça concerne les besoins de tous. Aussi ceux de la mère. Et ceux du père et des frères et sœurs. Répondre aux besoins de l'enfant, mais négliger les siens, voilà le problème auquel sont confrontés beaucoup de parents. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le phénomène. Inke Hummel, pédagogue, conseillère parentale et autrice, observe le phénomène des momfluencers depuis le début. Je me souviens, c'était vers 2008. Ça a commencé sur Facebook. Des jeunes mères dont la seule qualification était « moi aussi j'ai un enfant » partageaient des messages du style « le sevrage, c'est de la violence ». Et là, je me suis dit « c'est quoi ce délire ?» Dans ses consultations, Inke constate souvent que les jeunes parents subissent une forte pression sociale provoquée par les idées fausses ou simplistes sur l'éducation bienveillante véhiculée par les réseaux. Mon fils ne sait pas pourquoi il est tellement en colère. Il revient de l'école avec beaucoup d'émotions refoulées qu'il exprime 2 ou 3 fois plus fort dans ses colères. C'est pas toujours facile. Beaucoup de parents qui viennent consulter s'inquiètent de se montrer autoritaires. Par exemple, pour arriver à l'heure à la crèche, pour quitter de force l'aire de jeu ou pour le sevrage. Il est très important qu'ils comprennent que ce n'est pas ça qui va briser le lien avec l'enfant. Ça me rassure. Myriam consulte régulièrement Inke Hummel. Depuis que son fils a été diagnostiqué TDAH, elle a besoin d'être aidée, mais elle se sent assaillie et dépassée par tous les conseils et les avis qui circulent. On dit que si on injurie une seule fois son enfant, la confiance est brisée. J'entends très souvent dire « mais j'ai lu ça sur Instagram ». Au début, j'ai dit « ok, et ?» Mais j'ai été très surprise par le nombre de gens qui gobent tous ces discours et qui les prennent pour argent comptant. Sans doute de manière inconsciente aussi. Mais ensuite, c'est ancré en eux.
et c'est fréquent. C'est tout noir ou tout blanc. On doit faire comme ci ou comme ça, sans quoi on passe pour une mauvaise mère. Peut-on réellement parler d'un phénomène de masse? Si on ne va que sur Instagram, on a l'impression que c'est le grand sujet. Mais si on posait la question aux gens dans une rue piétonne ou ici dans ma salle d'attente, on n'aurait pas la même impression, je pense. C'est un sujet important, d'accord, mais il faut relativiser. Pour le développement de l'enfant, le plus important, c'est un lien sécurisant. Oui, Oui, mais Seuls les parents privilégiés peuvent se permettre de donner une éducation cohérente et bienveillante. non. oui, La mère est la référente la plus importante pour l'enfant. Non. elle peut l'être, mais pas nécessairement. Les enfants sont toujours prêts à aider. En principe, oui. Oui, Quand on éduque, on ne punit pas. Oui. l'éducation doit fixer des limites et être cohérente. Auquel cas, les punitions sont inutiles. C'est logique. Si vous dites que tout ça est simpliste et ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qu'on doit en tirer? Quels conseils vous donneriez aux jeunes parents qui se demandent comment faire au mieux? Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de théorie, mais de pistes concrètes. Nous avons une connaissance fine de 5 à 10% de la population mondiale. La plupart des scientifiques qui font des recherches sur le sujet sont issus de la classe moyenne occidentale, tout comme les gens qui participent à ces études. Les travaux menés sur l'attachement résultent de ce que nous mesurons avec nos instruments, comme le test de la situation étrange et quelques autres méthodes que nous avons développées nous-mêmes. D'accord, mais chaque domaine de spécialité regarde les choses à travers le prisme de ses propres méthodes. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette conception de la science qui me permet d'élaborer une méthode qui vise à confirmer mon postulat de départ? Bien sûr, on regarde les choses à travers un prisme culturel. C'est comme ça. On ne peut pas élever nos enfants ici comme on le ferait par exemple dans une tribu africaine. D'après un dicton, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est vrai dans de nombreuses cultures, mais pas chez nous, même si beaucoup de gens le souhaiteraient. En réalité, bien souvent, la famille nucléaire ne peut compter que sur elle-même. Il faut donc voir les conditions dans lesquelles nous vivons, qui sont spécifiques à chaque culture. Ça me paraît normal. Bien sûr que nous avons tous besoin de nourriture, de sécurité. Nous avons besoin de chaleur, de relations humaines et de stimulation. C'est évident. Mais tout ça se traduit de manière très différente selon les personnes. Et chacun de ces besoins a un rôle différent. Pourquoi les gens devraient-ils tous se comporter selon le même principe? Ça n'a pas de sens. Prêter attention aux signaux qu'envoie l'enfant relève d'une attitude fondamentalement démocratique. Les droits des enfants sont reconnus dans le monde entier, pas seulement en Europe. Quand on dit que la dignité humaine est inviolable, ça vaut bien sûr pour les enfants. Mes invités ont chacune leur opinion bien tranchée sur la question du développement, des besoins et de l'attachement, et sur l'importance de ces concepts dans l'éducation. Pour Marianne Alemzadeh, l'éducation bienveillante fortifie les enfants à long terme. Ils ont besoin d'un attachement sécurisant pour gagner leur autonomie et leurs compétences sociales. Selon Heidi Keller, la théorie de l'attachement n'a pas de fondement scientifique. Elle est trop simpliste et n'est pas adaptée à la diversité des enfants et des contextes. Au fond, c'est une sorte de mythe occidental. Une chose est sûre, l'autonomie et les besoins varient d'une culture à l'autre. Évidemment, nous devons veiller à ne pas imposer nos idées au monde, ni les ériger en normes universelles. Dans le quotidien des familles, ces idées peuvent devenir des dogmes qui distinguent les bons des mauvais parents. Mais il n'y a pas de mal à essayer de comprendre les besoins des enfants et à les prendre au sérieux. Après tout, ça correspond aussi, d'une certaine façon, à notre conception de la société et de la démocratie.